Salut à tous, bienvenue dans votre vidéo fluff du jeudi sur Iggy TV. Alors, cette fois-ci, pour information, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à venir. Donc, je vous invite, si vous avez envie d'avoir tout d'un seul coup et de pas être dans l'attente des épisodes suivants, à vraiment passer sur Tipeee, parce que là, pour le coup, les gens qui sont sur Tipeee, ils ont une version beaucoup plus longue de cette vidéo-là, alors que sur YouTube, elle va être séquencée en plusieurs vidéos qui durent dans les 20-30 minutes à chaque fois. Donc voilà, si ça vous démange, vous avez envie de savoir la suite, et bien voilà, vous avez cette solution-là. Et puis l'avantage aussi, c'est que moi, ça me permet de vivre tout simplement de mon travail et de continuer à travailler et à vous faire d'autres vidéos, tout simplement. Alors le voilà enfin, le tome 3 d'Arche Fatidique, à savoir Vachetor. Alors ça fait longtemps qu'il nous avait été présenté, ça fait longtemps qu'on le connaît, ce bouquin-là. J'ai enfin pu commencer à le lire. Alors contrairement à ce que j'ai pu vous faire avec les autres vidéos, avant ce qui se passait, c'est que je lisais complètement le bouquin et après, je vous faisais des vidéos sur les points qui me semblaient le plus intéressants. Là, j'ai décidé de le faire un petit peu différemment, de le faire un petit peu plus freestyle, parce que je n'ai lu que le passage que je vais vous résumer à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que moi-même, je vais me projeter en conjecture sans savoir ce qu'il y a dans les pages qui suivent. Alors que si ça se trouve, eh bien, des théories fumeuses que je vais pouvoir développer, eh bien, vont se trouver infondées par la suite de ce que je vais lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Vraiment, au moment où je tourne cette vidéo, je trouve que c'est plus sympa parce que comme ça, moi-même, je peux vivre un petit peu les choses et puis ça m'évite de vous dire oui, bon, il va se passer quelque chose, mais sait-on jamais, on n'est jamais à l'abri que, alors qu'en fait, je sais exactement ce qui va se passer derrière. Voilà, moi, ça me paraît plus honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ce que je peux vous raconter, vis-à-vis de mes émotions aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis on est parti avec le tome de Vachetor. Alors je vous fais pas l'affront de vous demander si vous vous rappelez qui est Vachetor, étant donné que vous êtes des fidèles viewers de Iggy TV, donc vous avez vu cette vidéo-là qui parle de Vachetor. Alors cette fois-ci, on va en apprendre un peu plus vraiment sur le personnage. Donc Vachetor, c'est un demi-dieu, ça on le savait déjà. L'avantage d'être un demi-dieu, c'est d'avoir un grand pouvoir et d'avoir une existence qui dépasse le côté physique simplement des choses. Donc Vachetor, c'est le maître de la forge des âmes, c'est là où il réside en fait, dans le Warp. Alors, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion d'espace ni de temps au sein du Warp et en fait tout est fluctuant et tout existe en tous les lieux de l'univers plus ou moins. Vous voyez, il y a cette notion, alors c'est une notion qui va être vraiment assez abordée en fait dans ce bouquin-là, la notion de temporalité, de déplacement spatial, c'est des choses qui peuvent être compliquées à comprendre, que moi-même j'ai du mal à conceptualiser parce qu'avec mon esprit humain limité, eh ben, j'essaye de comprendre les choses et de du coup les remettre, de les imbriquer, mais c'est pas toujours facile. Alors, on va essayer de le faire ensemble malgré tout. Donc Vachetor, ce qui se passe, c'est qu'il est dans la forge des âmes et en fait, il a une vision assez longue en fait de tout ce qui peut arriver. Donc, c'est-à-dire que il sait ce qui va se passer et ce qui s'est passé, étant donné que tout se passe plus ou moins en même temps dans le Warp. Oui, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ce qui est assez intéressant, c'est que lui, quand il va mettre en place une machination, ça c'est une de ses particularités, vraiment, je vous l'ai dit, quand Vachetor veut utiliser son pouvoir, c'est un pouvoir de causalité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir créer des événements, influencer des choses, faire une petite inflexion sur un mécanisme, une machine, alors tout ce qui touche en fait l'innovation, la science en tant que telle. Et il va peut-être proposer en fait une nouvelle idée, un nouveau concept qui est tombé comme ça par hasard sur un scientifique. Ce scientifique, sans cette information, n'aurait jamais pensé à développer une technologie. La technologie va être développée, elle va être influencée par Vachetor, pas forcément pour le bien de l'inventeur, hein, ça c'est extrêmement important. C'est que il n'y a pas de... Vachetor ne va bien sûr pas aider les humains ou les autres races qui peuvent jouer de la technologie, mais toutes les races, par contre, elles vont l'aider aussi. Ça, c'est important. Alors, vous vous rappelez, dans la vidéo de Korn, qui est parue juste avant, que je vous invite aussi à aller regarder, au cas où, eh bien, dans cette vidéo-là, vous savez que tous les êtres vivants de la galaxie, on va
pas chercher plus loin, même si moi ça m'intéresse de savoir si les autres galaxies ont une influence aussi sur les dieux du Warp. Bon, honnêtement, je pense pas. Je pense que les dieux du Warp sont inféodés à notre galaxie. Voilà, donc ça limite aussi un petit peu les choses. Mais bon, revenons à un autre sujet. Dans cette galaxie-là, en tout cas, pour Khorne, dès que vous avez de la violence, que ce soit un Space Wolf, que ce soit un Kogna, que ce soit... Non, pas les tyrannides, on ne va pas aller jusqu'aux tyrannides, mais quoique la question peut se poser quand même, est-ce que les tyrannides, de par leur violence, peuvent influencer... Non, je ne pense pas quand même malgré tout, parce qu'il y a l'esprit ruche, mais tout le reste, même des taux, vous voyez, qui ont une résonance assez faible, eh bien en fait, eux tous vont donner la force en fait à Khorne. Et pour Vashtor, ça va être la même chose sur l'innovation. À partir du moment où vous imaginez quelque chose, vous l'imaginez, vous conceptualisez quelque chose, un théorème, et bien ce genre de choses, ça va alimenter la puissance de Vashtor. Et là, encore une fois, quelles que soient vos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit par exemple même, on peut l'imaginer, bien sûr, des Primaris, un Tech Marines par exemple, qui sera en train d'imaginer quelque chose, il va alimenter Vashtor. Voilà, donc c'est ce qui fait la force en fait des dieux du chaos, et même d'un demi-dieu comme Vashtor, c'est que tout le monde en fait l'alimente perpétuellement. Donc, les scientifiques, de par leur imagination, inventent des choses et du coup alimentent les machinations de Vashtor. Ça lui permet aussi de mettre en place des tas de plans. Donc là, je trouve qu'on ressemble, ça ressemble vraiment à ce que peut proposer Tzeentch, le dieu des machinations, parce que lui aussi, en fait, il a tout un tas de machinations qui sont mis en branle. En fait, il a des plans qui se superposent à des plans qui eux-mêmes s'imbriquent. Alors, Tzeentch, il va même encore plus loin parce qu'il a des plans qui contre ses propres plans, ne serait-ce que pour que justement il y ait du changement. Ça, c'est vraiment sa particularité. Vashtor, lui, il n'est pas aussi torturé, il a une ligne directrice, et puis pour y aller, eh bien, il prend en fait des voies parallèles, des fois qu'une voie se trouve plus efficace qu'une autre. Alors là, il y a quand même quelque chose où je pourrais presque faire une vidéo rien que sur ce sujet-là, mais c'est assez difficile de conceptualiser la chose. En fait, le temps n'a pas d'importance pour lui, c'est-à-dire qu'il voit et la création d'une chose et sa fin. Mais malgré tout, il a besoin de créer des choses pour que les choses avancent. Et c'est vrai que c'est là où on peut se dire, en fait, au final, il a déjà vu tout ce qui allait se passer, étant donné qu'il vit en dehors du temps. Donc, quel est l'intérêt de faire les choses au final pour qu'elles se créent, mais au final... il sait si ça va échouer ou pas, et les choses ne se passent pas forcément toujours comme il l'a pensé, et ça c'est assez intéressant, et c'est une question qui se pose à moi, mais honnêtement j'ai pas de réponse à vous donner, et je pense que vous pouvez y réfléchir. Peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle, parce qu'il y en a qui regardent la chaîne en faisant la vaisselle, ouais, coucou à toi, mais voilà, je peux pas vous l'expliquer parce que moi-même j'ai essayé de conceptualiser les choses et d'y réfléchir, mais voilà, la seule chose que je me suis dit, c'est qu'au final, étant donné que je peux pas l'appréhender, c'est peut-être que de toute façon ça n'est pas appréhendable, et que comme le voyage temporel n'est pas possible, il y a des choses, hein, quand on voyage à la vitesse de la lumière, oui, le temps passe moins vite pour nous, mais le temps passe moins vite pour nous, c'est tout. Après, ça n'influe pas sur les choses, on peut pas voir ce qui va se passer, revenir en arrière et dire ah oui tiens, donc du coup je vais influencer un petit peu, voir ce que ça donne, etc. Alors que Vashtor, lui, il a cette vision-là en fait. Il a cette possibilité d'analyser les choses dans leur globalité sur des siècles et des millénaires sans doute. Bon, je referme cette grosse parenthèse parce que ça dépasse mes compétences de traitement, mais en tout cas toute cette imagination que j'ai pu donner, je pense qu'elle est alimentée en tout cas Vashtor. Alors Vashtor va avoir besoin d'influencer les choses au final, parce que certaines choses, il peut les influencer de loin, créer une pensée, donner une petite idée à un magos quelque part, mais après il y a des moments aussi où eh bien, il est obligé de mettre les mains un peu dans le cambouis, hein, ou dans l'électronique, ou dans la force motrice plutôt, on va dire. Donc il va utiliser en fait sa capacité à s'incarner, un petit peu comme toutes les entités démoniaques. Il a besoin d'une entité corporelle, et c'est assez amusant cette étape-là, parce que c'est quelque chose qui n'est en général jamais décrit, mais on a justement cette première présentation de Vashtor qui est dans la forge des âmes, donc il voit tout, il connaît tout, il a des tas de conceptions fractales de la réalité, des plans qui se chevauchent sur des plans, et en fait, à un moment donné, il doit s'incarner corporellement, physiquement, et en fait, il se sent vraiment vulnérable, parce que il a une enveloppe charnelle, et au final, cette enveloppe est mortelle, destructible, et surtout, sa vision se restreint à l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose pour lui qui est
effrayant, tout simplement. Et du coup, il est un petit peu admiratif en fait des êtres vivants qui sont limités justement au plan physique, et il s'étonne qu'ils puissent quand même exister et vivre, façonner des choses alors qu'ils ont une compréhension très limitée des choses, étant donné qu'ils ne peuvent comprendre que l'instant présent et juste imaginer ce qui va se passer, alors que lui, Vashtor, eh bien, tout simplement, il n'imagine pas ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer si telle action est mise en action, justement. Donc c'est pour lui quelque chose d'assez déstabilisant, et c'est assez amusant. Alors ce qui pousse justement Vashtor à s'incarner physiquement et à agir, c'est parce que eh bien, toutes les machinations qu'il a mis en place avec les différentes funestes flottes et les arches fatidiques, eh bien c'est un magnifique rouage, mais à l'échelle de la galaxie, et bien forcément plus cette machine, parce que pour lui en fait c'est une machination, c'est-à-dire que pour vous c'est une vie, pour quelqu'un d'autre c'est une création, mais pour lui c'est une machine, tout ça c'est une machine avec des rouages, et en fait chaque mécanique, bah, forcément plus elle va être utilisée et plus elle va tendre vers des erreurs, et puis il y a aussi d'autres forces qui peuvent intervenir. Donc là je vais vous lire un passage, parce que moi c'est un passage qui m'a étonné et qui fausse en fait ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que Vashtor était assez puissant pour manipuler en fait Khorne, mais là, alors j'avoue que c'est un passage, je vais vous le lire parce que moi-même j'ai pas su comment l'interpréter. Donc c'est bien sûr sur le passage sur Malek Bael, quand Khorne coupe la planète en fait en deux, et ce qui permet en fait à Vashtor de récupérer son fragment. Là il se dit, le dieu du sang avait-il planifié l'interruption de la bataille de Malak, ou s'était-il simplement abandonné à sa colère? Ça c'est étonnant pour moi, parce que, étonné qu'il se pose lui-même la question, alors est-ce qu'il se pose la question mais qu'il savait que ça allait se produire, ou alors est-ce que c'est une intervention qu'il n'avait pas prévue, et au final il pensait récupérer le fragment d'une autre façon? On ne sait pas comment, mais toujours est-il que le fait qu'il se pose la question, eh bien c'est que voilà, c'est pas lui qui a manipulé Khorne, mais c'est Khorne qui est venu interférer et qu'il ne l'avait pas prévu. Donc ça c'est assez vraiment étonnant. Et ensuite ça continue, Vashtor soupçonnait plutôt l'intervention de l'architecte du destin, ses pions sacrifiés sur l'autel de l'opportunité. Et là c'est pareil en fait avec les adeptes de Tzeentch, donc c'est assez étonnant pour moi, parce que vraiment je pensais que Vashtor il jouait un petit peu à ce jeu divin et qu'il manipulait Khorne pour intervenir en sa faveur, libérer le fragment, mais au final non, c'est juste le hasard en fait, ou l'intervention de Tzeentch peut-être, donc c'est voilà, c'est assez étonnant, je sais pas comment l'interpréter, donc à vous de l'interpréter aussi de la façon dont vous le souhaitez. Alors après il y a une troisième chose qui peut intervenir aussi, et je continue à vous lire, bien sûr, il y avait aussi le rêveur, le roi exilé, lui aussi avait des raisons de haïr l'entreprise de Vashtor s'il apprenait la vérité. Il s'éloignait de plus en plus et ne combattait plus seul, il laissait des rouages brisés dans son sillage, et le Sacro Grace en tant que le plus récent d'entre eux. Alors Sacro Grace c'est une funeste flotte qui a été détruite, et ce qu'on vous dit c'est que simplement il y avait des traces de vie végétale flétrie qui apparaissaient dans les couloirs. Alors, eh bien j'avoue que ça limite mes connaissances, je ne sais pas qui est le roi, alors c'est pas le roi silencieux, hein, parce qu'à un moment donné je me suis dit, ah oui tiens peut-être que c'est le Zarek, hein, chez les Nécrons, puis au final je ne sais pas, le roi exilé, le rêveur, peut-être, mais en même temps, le côté biologique qu'il y a derrière, je trouve ça assez étonnant. Quoique, en fait, là, je viens d'avoir l'idée à l'instant, peut-être qu'en fait, c'est ça l'idée, et que le roi silencieux, il pourrait avoir, en fait, parce qu'en fait, vous savez, alors là, je m'emballe, mais vous savez qu'en fait, les Nécrons, certains, en fait, cherchent à revenir à l'état biologique, en fait, et que pour eux, c'était une erreur de passer en mode mécanique, 100% mécanique, et ils ont envie de revenir dans le biologique. Et peut-être que le rêveur, justement, le roi silencieux, a trouvé une façon de lier, en fait, le côté biologique des choses, et que, eh bien, c'est ce qu'on voit ici, une petite trace là. Honnêtement, je trouve ça génial, parce que c'est une piste qui est donnée, mais c'est pour ça vraiment que j'adore le fluff quand ça évolue, parce que on peut partir dans des théories. Encore une fois, je prêche vraiment pour cette paroisse-là, mais moi je trouve ça génial parce que ouais, on est vraiment en train de se dire, mais enfin, je pourrais passer des heures avec vous, là, on va faire un live sans doute un jour, où on va discuter pendant des heures, et se dire, mais est-ce que tu penses que, pourquoi pas, mais alors regarde ça, est-ce que ce serait pas une piste? Bah oui, il a été mis en avant, au final, il a peut-être trouvé les choses, et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial que tout ça, ça soit remis comme ça en avant, et qu'il y ait des petites pistes comme ça, des petites cartouches. Au niveau des petites cartouches, il y en a aussi une que je vais vous lire, qui me paraît aussi assez intéressante. Alors ce passage, il est quand Vashtor regarde un petit peu comment fonctionnent les rouages de sa machination, avec les funestes flotte, et il y a un petit rouage qui est donc le maître fléau Ulgata, qui a le Sobbing God, qui est une funeste flotte, hein, qui s'est fait attaquer par Kraken. Et il a réussi, et ça étonne Vashtor, il a réussi à échapper à Kraken, et il se dit, tiens, j'aimerais bien regarder quel est l'ingénieux système qu'il a mis en place pour réussir
réussir à lui échapper. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps, je vais m'en occuper plus tard. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que ça peut nous parler peut-être d'une piste pour la suite de Warhammer 40 000 avec la menace tyrannide et peut-être que justement la machination qui a été utilisée pour s'extraire de la flotte ruche Kraken, c'est quelque chose qu'on va utiliser un peu plus souvent et qui va être un contrepoids à la force des tyrannides pour l'avenir. Voilà, c'est juste une petite bride comme ça qui est donnée, mais encore une fois, une petite piste comme ça, mais dessus vous partez et c'est génial. Donc pour intervenir dans le monde réel, avec son enveloppe physique, eh bien il va tout simplement se trouver téléporté au sein d'une base secrète. Alors cette base secrète, elle appartient à qui? Elle appartient tout simplement à une branche d'une cabale martienne qui est aussi liée à l'Inquisition. Et en fait, au moment où il apparaît, eh bien il se trouve devant lui avec un adepte du dieu machine, de la cabale, qui lui dit « Oh, bienvenue, grand maître, incarnation de l'Omni-Messie ». Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a plein de passages qui sont vraiment, vraiment drôles. Donc déjà, Vashtor, lui, il comprend bien sûr le langage binaire, et pour lui, c'est une cacophonie, et il trouve ça, mais vraiment détestable. Cette forme, en fait, qui pour l'humanité est la forme ultime de communication, hein, le langage binaire, même qui est utilisé par les hauts adeptes, et qui est, voilà, une forme pure de communication. Pour Vashtor, c'est horrible, c'est un langage machine inaudible, et pour lui, c'est à peine différent des hurlements des sirènes de sécurité. Et malgré tout, il l'écoute, et il entend ce côté « Oh, bienvenue à toi, incarnation de l'Omni-Messie », et en fait, lui, bah, simplement, ça le fait rire, il ne va pas s'empêcher de rigoler, et tout simplement, hop là, voilà, il détruit les adeptes, il les fait fusionner, et vous savez qu'il a ce pouvoir, en fait, de mutation sur tout ce qui est machine, et en fait, on peut aller un petit peu plus loin, en fait, on peut même imaginer que les corps biologiques, en fait, sont aussi une machine. Et oui, c'est une machine vivante, c'est pas constitué de métal, pas directement, mais c'est une machine aussi. Donc, Vashtor a aussi ce pouvoir-là, et il peut faire fusionner un petit peu l'être vivant biologique avec ses constituants, en fait, mécaniques. Là, on est sur des adeptes, bien sûr, du Mechanicus, donc avec une grande dose d'augmentique, ce genre de choses. Et bien, Vashtor fait fusionner tout ça, et puis, il fait une sorte de grosse boule, hein, avec toute la matière biologique, la matière, la force motrice, donc l'électricité, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Donc tout ça, il le mélange ensemble avec les parties mécaniques, et ça fait une sorte de grosse boule, voilà. Donc voilà, tranquille, tranquille, Vashtor, assez puissant aussi, hein. Et cette grosse boule, elle est nommée Technoreur. Alors j'ai encore un petit doute là où j'en suis, mais la Technoreur, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette capacité de faire muter aussi bien le côté biologique, le côté humain, le mettre ensemble, en faire une grande machine de destruction. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une intervention de la Deathwatch, alors qu'il s'y attendait pas. Le portail s'active, le portail qui était derrière lui, qui lui a même permis de s'incarner. Et là, vous avez des membres de la Deathwatch, donc un capitaine Imperial Fist qui brandit une arme énergétique devant lui, son bolter aussi. Et là, il lui dit Hydra Dominatus. Et donc oui, et ça c'est encore vraiment sympa parce que vous savez que l'Alpha Légion c'est aussi une des factions que j'aime beaucoup pour ce côté de dualité, et on le voit beaucoup, on voit souvent des membres de l'Adeptus Astartes qui sont en fait infiltrés de l'Alpha Légion, et ben là voilà, vous avez une escouade complète de la Deathwatch qui n'est autre que des alpha légionnaires, de l'Alpha Légion infiltrés, tout simplement. Donc ça c'est assez amusant, c'est vraiment super sympa encore une fois. Si vous aimez l'Alpha Légion, je pense que c'est votre passage préféré jusqu'à maintenant. Donc l'Alpha Légion reconnaît Vashtor, elle l'appelle l'artisan noir, et elle lui dit oui, je sais ce que j'ai à faire, je sais quelle est ma mission, et je vais la mettre à exécution. Donc voilà, Vashtor se dit très bien, ils vont faire ce pourquoi ils sont prévus, et moi je vais aller m'occuper de chercher mon information. Alors, eh bien, au fur et à mesure, bien sûr, on va avoir une petite phase de combat. Vashtor, dans la base secrète, il va quand même réussir à avancer, bien évidemment. Il y a des serviteurs qui viennent s'attaquer à lui, mais il y a ce côté vraiment invulnérable, en fait, encore une fois. Alors c'est vrai que on en a parlé souvent dans les commentaires, j'ai vu sur la vidéo avec Angron. Il est assez invulnérable. Vashtor, c'est un peu aussi le même système. Alors lui, il se fait pas détruire parce que, bien sûr, tout ce qui est arme, lui, il va l'utiliser. Donc, si vous avez une super arme technologique, forcément, elle va se retourner contre vous. Vous vous retrouvez à tirer sur vos copains parce que, si vous avez des augmentiques qui augmentent votre force, c'est aussi des parties mécaniques que Vashtor peut utiliser pour les retourner contre vous. Ce qui fait que, voilà, il est assez fort en combat. Malgré tout, à un moment donné, il y a une nouvelle vague de défenseurs qui arrive et là, il fait intervenir, en fait, des démons.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça en dit plus sur la faction démoniaque qui peut être alliée justement à Vashtor. Et dans ces démons, alors, il n'y a pas de citation, on n'a pas des sanguinaires, on n'a pas alors, j'allais dire des porte-pestes, mais si, en fait, la seule chose qu'on a, c'est un porte-peste, mais avec des chaudières, des câblages, etc. Donc oui, ça vous fait penser à tout ce que vous avez trouvé alors dans Kill Team. Je sais plus comment il s'était appelé, mais vous voyez cette force-là, je vous la mets en image, là, cette force de Kill Team, avec ces... alors je sais plus comment ça s'appelle, c'était la peste mécanique, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, on retrouve ça, et du coup, ça le lie en fait à Vashtor. Donc on peut imaginer que tout ce qui était de cette époque-là, moi je pensais vraiment que c'était une malédiction plus de Nurgle. Il faudrait vérifier, mais je n'ai pas pris le temps de tout vérifier, parce que ça fait quand même beaucoup de travail. Vous me le direz en commentaire. Mais je pensais que c'était inféodé à Nurgle, et en fait, a priori, c'est pas le cas. C'est plutôt inféodé à Vashtor, en tout cas, où du coup, ça a été manipulé ou réutilisé par Vashtor. Et tous les démons sont des démons, voilà, qui mixent. Alors peut-être qu'on verra plus tard des sanguinaires avec justement des chaudières dans le dos, ça peut être assez amusant, ou tous les démons de différentes entités chaotiques, Din, Slaanesh, etc., avec des machinations pour les corrompre et les transformer en fait et les lier plus ou moins à Vashtor, on verra. Donc malgré tout lui, il met quand même encore une fois la main à la pâte et ce qu'il peut faire en fait, alors c'est assez, ça doit être assez horrible, mais par exemple, eh bien il peut demander aux augmentiques de se détacher. Donc vous avez l'augmentique qui du coup va être animé d'une sorte de vie propre et avec ses câbles se transformer en une sorte d'insecte qui va rentrer à l'intérieur de la personne qu'il était censé aider. Si vous avez des organes artificiels, je sais pas, on peut imaginer vos poumons qui se transforme en une sorte de créature qui vous arrache en fait. Donc c'est voilà, c'est assez gore, je pense. On peut trouver des images assez gore, je vous en mettrai pas. Mais voilà, en tout cas il y a tout ce côté-là. Et puis une fois que tout s'est calmé, qu'il a réussi à vaincre tous les défenseurs assez facilement, vraiment il n'y a pas vraiment de contraintes pour lui, ça se passe vraiment très bien. Eh bien, il regarde un petit peu la salle dans laquelle il est et il a une vision. Alors ça, on l'imagine assez bien. Par contre, c'est une sorte de vision où il peut voir tous les schémas de ce qui se passe, de comment les choses fonctionnent. Donc, vous imaginez un petit peu à la Neo dans Matrix. Je pense que c'est ça, mais avec plus des lignes en fait plutôt que du code. Et il a cette vision-là. Et en fait, il regarde et il se dit ah oui tiens, je vais récupérer cette petite artefact qui est enfoui. Et en fait, ce petit artefact, c'est tout simplement une bombe warp qui est prévue pour exploser. Cette bombe warp, en fait, elle a été installée comme sécurité par l'Adeptus Mechanicus et les Inquisiteurs pour, au cas où, justement, si ça se passait mal, un petit peu comme ça vient de se passer, eh bien, ils puissent avoir une solution et noyer, en fait, toute la station, parce qu'il est dans une station spatiale, dans le warp, tout simplement. Mais cette bombe warp, en fait, au final, elle a été suggérée par Vashtor, et Vashtor va la réutiliser, donc il sait où elle a été implantée, il sait pourquoi elle a été implantée, et vous voyez, c'est ça qui est vraiment très fort, c'est que à un moment donné, les adeptes, les inquisiteurs, ils se sont dit « Bah oui, quand même, on sait jamais, on joue un peu avec le feu, peut-être qu'il nous faudrait une sécurité. » Et ils ont imaginé cette sécurité avec cette bombe warp. Mais cette bombe warp, elle a été suggérée par Vashtor pour que lui-même puisse l'utiliser et qu'elle soit juste à portée de main quand il arrive. C'est fort quand même. Donc il la récupère et en fait, là il y a une petite chose qui est assez intéressante, c'est qu'il va programmer sa détonation sur 55 minutes et 55 secondes. Et là, si ces chiffres vous disent quelque chose, c'est bien parce que dès qu'on parle d'entité du chaos, on a toujours ces chiffres qui sont inféodés à chaque dieu du chaos. Et là, Vashtor, c'est le 5, tout simplement. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question, parce que 6, 7, 8, 9, c'est pris par... voilà, je ne vais pas le faire dans l'ordre parce que je ne m'en rappelle plus trop, mais 6, Slaanesh, allez, je tente. 7, Nurgle, 8, Khorne, 9, Tzeentch. Voilà, je l'ai fait sans filet, je vérifierai par derrière. Mais là, le 5, c'est Vashtor, voilà. Alors, il va continuer son avancée jusqu'à son objectif et il y a une pièce avec une porte blindée qui est spécialement dédiée pour résister au warp, forcément, étant donné qu'on sait qu'il y a des entités un peu démoniaques qui peuvent être intéressées par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est prévue pour résister au warp. Et en fait, ce que fait Vashtor tout simplement, c'est qu'il utilise la force motrice. Donc pas le warp, mais vraiment la force motrice, donc l'électricité, je le rappelle encore une fois, pour faire disjoncter en fait la porte. Et c'est ça qui est fort, c'est que Vashtor, il a bien sûr tout le pouvoir warp pour lui, mais il a aussi tout le pouvoir mécanique et physique de la matière, et la force motrice c'est avec lui. Donc dès que vous avez quelque chose qui est force motrice, Vashtor va pouvoir l'utiliser à son avantage, et si jamais c'est quelque chose de peut-être un peu purement biologique, tout à l'heure je me suis peut-être un petit peu avancé, je ne sais pas s'il a la capacité de faire muter une enveloppe qui ne serait pas modifiée de par justement la force motrice ou autre chose.
Je pense qu'on pourrait l'imaginer, encore une fois, mais ça n'a pas été clairement dit, même si il peut faire quand même utiliser les ossements, en fait, dans sa machine. Vous savez que je vous ai appelé tout à l'heure, alors je sais plus le nom, je vous le redis. Ah oui, la Technoreur, donc cette grosse boule, en fait, elle est aussi constituée de matière vivante. Il y a des ossements, des engrenages, donc c'est pour ça que j'ai cette petite théorie. Malgré tout, Vashtor, du coup, il est très puissant, parce que c'est du Warp, il peut le manipuler, c'est du mécanique, il peut le manipuler aussi. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, il arrive devant une adepte qui est là, connectée à des cogitateurs, on l'imagine assez bien, et elle le regarde avec un air de défi, et Vashtor lui dit « Tu vas me révéler ce que je veux savoir ». Et en fait, il est assez étonné parce que l'adepte, en fait, elle n'évoque aucune peur, aucune crainte, et elle lui dit tu n'auras rien de moi parce que je suis l'élu de l'Omni-Messie. Et là, Vashtor la tue, la décapite, et il lui dit « Non mais excuse-moi, excuse-moi, c'est pas à toi que je parlais. » Et il la décale, et là, il parle, il continue, et il dit « Je sais que tu te caches ici, révèle-toi, les humains te craignent, moi je ne te crains pas, et je vais même te donner les capacités d'avoir un but et un corps. » Et à ce moment-là, les machines s'allument, s'éteignent, les écrans sont parasités, et il y a une voix qui lui répond, c'est l'intelligence abominable, l'IA. Et oui, on y vient encore une fois, vous savez, l'IA, moi c'est un truc qui m'excite vraiment, et là, elle est vraiment dedans, et donc Vashtor lui pose la question, lui dit, j'aimerais que tu me dises où est le roc, tout simplement. Mais voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, mais vous voyez, c'est génial parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, l'IA, on nous en vend, on nous en remet, et là, ce qu'il est venu chercher, en fait, dans la base secrète, c'est l'information, c'est libérer une IA, une intelligence abominable, ça va être la dénomination maintenant, et tout simplement, au-delà de la libérer, pour récupérer aussi l'information de où est caché le roc. Alors, on peut se demander pourquoi il ne pourrait pas trouver une autre façon de l'avoir, mais bon, après, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit romanesque, et dans ce côté romanesque, on nous rebalance de l'IA, donc c'est très bon. Et en plus, il va lui donner un corps et un but aussi. Donc ça, c'est vraiment séduisant. Voilà. Que vous dire, si ce n'est que je suis vraiment emballé par la suite. Donc la suite, eh bien, je vais la lire et puis on s'en retrouve après. Et voilà, je m'arrête là, vous aurez la suite la semaine prochaine, comme tous les jeudis à 18 h, tout en sachant que si vous ne pouvez pas attendre, eh bien, allez faire un petit tour sur Tipeee, vous avez tout simplement la vidéo en entier. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve en commentaire.